Salut, ici l'on parlait de Mastema. Putain, j'aurais dû le faire. C'est mercredi 29 juin que sort au cinéma Mastema, le premier long métrage réalisé par Didier Desdarwin. Demande-toi toi qui tu es. Après la mort brutale d'un proche lors d'une séance d'hypnose qu'elle animait, Louise, jeune psychiatre, tente de se reconstruire en s'installant dans un petit village de l'Aubrac. Mais l'arrivée d'un nouveau patient au comportement étrange va la plonger dans une spirale infernale et remettre en cause ses convictions. C'est peut-être son premier long métrage au cinéma, mais Didier Desdarwin n'en est pas son premier coup d'essai avec une caméra. Réalisateur de téléfilms, de clips, graphiste, illustrateur, photographe, il est un touche-à-tout. Et avec Mastema, il nous offre de manière très habile un thriller psychologico-horrifique qui traite de la possession. Je dis très habile car ici nous ne sommes pas dans un long métrage dans le style Conjuring qui va vous envoyer le pâté dès l'ouverture du film à base de monstres aux gueules invraisemblables, de corps qui lévitent ou que sais-je encore. Non, ici le film va littéralement vous posséder exactement de la même manière que le diable pourrait le faire. Et cela par petites touches habilement dissimulées et qui inconsciemment va littéralement vous faire basculer. Rajoutez à ça la volonté de se faire confronter le côté cartésien d'une psychiatre à l'étrangeté du paranormal et vous obtenez Mastema. Un film malin, habilement dosé, et dont la peur ne va pas vous faire sursauter, mais plutôt vous créer cette sensation de stress qui fait perler la sueur le long de votre colonne vertébrale. Et pour l'aider dans sa quête de la peur, le réalisateur Didier Desdarwin a fait appel à la talentueuse Camille Raza. Elle a beau avoir une carrière assez jeune qui a débuté devant la caméra en 2014, Camille a déjà tourné quand même sous la direction de Guillaume Canet, Yvan Attal et même Clint Eastwood. Et of course, vous la connaissez bien sûr dans le rôle de Camille dans la série Netflix Emily in Paris. Dans Mastema, elle nous offre une performance assez bluffante dans le rôle de cette jeune et prometteuse psychiatre qui ne croit qu'en la science et le serment d'Hippocrate, mais qui tout doucement va remettre en question tout ce dont en quoi elle croyait. Et j'ai justement eu la chance de pouvoir interviewer Camille Raza et Didier Desdarwin pour la sortie du film. Regardez plutôt. Bonjour Camille, bonjour Didier. Bonjour. Alors on est là pour discuter de Mastema. Donc on va commencer... Désolé Camille. Avec plaisir. On va commencer par toi Didier. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Parce que c'est ton premier long métrage. Cinéma, oui. Ouais. Donc je suis Didier Desdarwin, je suis le réalisateur de film Mastema, mais réalisateur ou photographe ou graphiste. Slasher. Voilà, de ce que tu veux. Ouais, je fais du clip, je fais de la pub, du docu et mon premier long. Alors comment Mastema est arrivé à toi? Oh là là. Oh les méandres. C'est parti. Tu veux tout savoir? Ah oui, tout. T'as du temps? Ouais, j'ai du temps. Ah, moi aussi, je vais être cadeau, je vais t'en donner. Non, le film de genre, les films d'horreur plus précisément, c'est vraiment un truc qui me... C'est comme Camille, hein, c'est pour ça qu'on a matché direct aussi, c'est vraiment la base. Je suis un grand consommateur de films de genre. J'avais je suis en plus fan de La Bête du Gévaudan. Donc pendant des années, j'ai travaillé j'ai archivé des tas de documents sur La Bête du Gévaudan. Et j'avais le secret d'espoir d'écrire un scénar dessus. Christophe Gans est passé par là. Donc je me suis dit, je vais remiser ça au placard. Mais en ayant sillonné la région, j'avais acheté une maison d'hôte à Aubrac, le village même d'Aubrac, qui est... Bon, c'est un peu excentré par rapport au périmètre des attaques de La Bête du Gévaudan, même s'il y en a eu. Et cette maison d'hôte, je la tenais en parallèle de mes activités. Et le producteur de comic strip, Thierry Aflalou, qui avait coproduit la fiction télé que j'avais co-réalisé avec Akhenaton, était venu passer quelques jours dans notre maison d'hôte. Alors, tu sais que l'Aubrac peut être d'une beauté à couper le souffle, peut-être apaisante, mais pour certaines personnes, hyper anxiogène. Et le producteur était venu, et en fait, vraiment, il avait badé dans la maison d'hôte. Il en avait fait des cauchemars, il m'a dit j'ai vu des trucs, j'ai pas dormi la nuit. J'ai écrit un pitch de quelques lignes sur le diable, l'hypnose et ta région. Écris-moi quelque chose. Donc après une moult version et l'arrivée de Joanne Rigolo en co-scénariste, on est arrivé au scénar de Mastema. Dans le scénario, avant la partie horrifique, avant de parler de l'horreur, il y a un truc où il y a une confrontation entre, on va dire, la médecine et l'occulte.
Est-ce que ça, dès le début, c'est une idée qui est arrivée pendant l'écriture ou c'était un truc que tu voulais intégrer tout de suite dans l'histoire? Alors, quand lui m'a parlé du film, c'est évidemment ce que j'avais envie, moi, d'inclure dedans, c'est... et je crois qu'on le dit dans le film, enfin, toi, t'es meilleur que moi pour se faire des dialogues, mais pendant tant d'années, tant de malheureux ont péri sur le bûcher, ont été torturés, parce qu'on les soupçonnait d'être possédés. Donc avant, tout était possession, tout était diabolique. Et depuis l'arrivée de la science, tout ce qui aurait pu être diabolique, ou possession, ou ésotérique, est devenu rationnel et donc scientifique. Et justement, je voulais opposer les deux. Et c'est tout le propos du rôle de Camille. C'est lier les deux. Et oui, c'était lier les deux et montrer que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et c'est ce que représente Camille, c'est-à-dire que son personnage de Louise est quelqu'un de très rationnel, de très cartésien, et confronté à des preuves, elle en devient hyper ésotérique, mystique, et le curé qui l'aide dans sa démarche, qui lui est hyper forcément spirituel par essence, quoi, déiste, devant l'existence des preuves du diable, donc si preuve du diable, preuve de Dieu, lui commence à essayer de rationaliser les choses parce que devant l'existence... Ça lui échappe. Voilà. Et justement, toi, Camille, comment es-tu arrivé dans cet univers sombre et horrifique de Masténa? Parce que bon, tu as une jeune carrière, mais qui est déjà bien remplie. Le film de genre, c'était pas encore à ta checklist. Donc, du coup, comment t'es arrivé, toi, sur le projet? Je dirais grâce à Olivier. Il m'a appelé un Olivier Barthélémy, qui interprète Théo. Il m'a appelé le jour de Noël. J'étais avec ma famille, j'en profite très peu, donc j'étais là, vas-y, le relou, il m'appelle le jour de Noël, quoi. Et il me dit, j'ai un scénario là, écoute, il faut que tu le lises et que j'ai une réponse demain. Je lui dis, c'est le jour de Noël, donc... Et au final, je me mets au pieu et je commence à feuilleter. Et en fait, j'arrive pas à m'arrêter jusqu'à la fin, donc je le finis. Et le soir même, à genre 1h du matin, je le rappelle. Je lui dis, je veux le faire, je veux rencontrer Didier absolument, je veux qu'on en discute, savoir sa vision des choses, qu'est-ce qu'il imagine. Et j'avoue que j'étais très touchée qu'il puisse m'imaginer là-dedans et qu'il me fasse confiance aussi. Parce que c'est vrai qu'en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Et que quand on fait de la comédie, on a du mal à en sortir. Et moi, c'est vrai que le cinéma de genre, comme Didier et d'horreur, c'est un truc qui me tient à cœur depuis que je suis gosse. En fait, c'était mon rituel avec ma mère. On regardait des films d'horreur tous les mercredis. Donc j'étais hyper excitée. Et puis quand on a fait la lecture tous les trois, c'était bon, quoi. Déjà, je rentre dans son appart. Faut dire qu'il y a des crucifix de partout, des crânes de partout, des bibles, en veux-tu, en voilà, des bouquins de partout. Je me dis, ok, c'est bon, on est déjà lui-même, on est déjà dans l'univers du film, donc ça m'a mise en confiance tout de suite. Et puis à la lecture, je crois que malgré le fait que je sois dyslexique, j'avais quasiment appris la moitié du scénario pour faire vanne que je disais, mais en fait j'avais appris. Incroyable. Et parce que je sais que c'est ma faiblesse. Et ça s'est super bien passé et tout de suite on a bien communiqué, j'avais une vision très précise de ce qu'il voulait et ça m'allait, c'était vraiment dans le sens que je voulais aller même dans ma carrière, donc c'était génial. Et du coup, comment tu pourrais présenter le personnage de Louise? Louise, pour moi, c'est une nana à qui la vie a fait un peu du mal, même beaucoup, et elle décide finalement de s'isoler et de se protéger. Moi je le prends comme si elle se protégeait du monde extérieur. Et donc elle décide de prendre un cabinet plus petit, avec peut-être moins de patients, suite à l'événement traumatique qu'elle vient de vivre avec l'hypnose qu'elle a faite. Son patient se jette par la fenêtre, donc c'est quand même quelque chose de fort. Et au lieu d'être recluse et de penser se protéger, il lui arrive tout l'inverse. C'est-à-dire que depuis qu'elle est là, il lui arrive que des phénomènes étranges. Son patient, interprété par Olivier Barthélémy, Théo, empiète vraiment sur son intimité, dans sa vie, il vient toquer quand c'est pas prévu. Et pour moi, c'est quelqu'un de très mystérieux, très magnétique aussi. Et c'est dur de la définir, parce que justement, elle est tellement ambivalente que c'est impossible de la définir en quelques mots. Je dirais mystique, mystérieuse. Ce serait la meilleure façon de la définir. Et j'ai trouvé que dans la relation que Louise a avec Théo, on n'est pas trop dans une relation de médecin-patient. On a plus l'impression qu'elle essaie de dompter une bête. Est-ce que toi, tu l'as ressenti comme ça? Carrément, déjà dans Olivier, ce qu'il est dans la vie, on sait, c'est un peu un animal dans le meilleur que ça puisse comprendre, hein, le meilleur terme, enfin sens du mot en tout cas. Mais aussi en tant qu'acteur, c'est quelqu'un qui fonctionne vachement à l'instinct, et ça, sur ce coup-là, on est pareil tous les deux. Donc, et même ça se transmet du coup vachement dans la relation de Théo et de Louise,
Je pense que c'est un truc qui a crevé l'écran parce que ça existe déjà dans la réalité, mais aussi parce que ces deux personnages, c'est comme s'il y avait un truc d'attirance et en même temps de répulsion constant. C'est comme une gifle, l'amour et la gifle après, quoi. Et c'est pas du tout quelque chose de sexuel ou ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment beaucoup plus mystique. Ils sont liés, on sent qu'ils sont liés, mais on sait pas par quoi pendant tout le film. Jusqu'à la fin, on découvre. J'ai bien résumé. Vous me bluffez tous les deux. Alors Didier, ce qui est intéressant dans ton film, c'est que on n'est pas dans un film d'horreur pur. On est même, pour la première partie du film, plutôt dans un thriller psychologique où tu as distillé au fur et à mesure des petits points horrifiques, des petites ombres qui apparaissent, une cascade qui remonte à l'envers, le terme du diable, qui est le mot diable qui est employé dans plusieurs conversations lambda, j'ai envie de dire, jusqu'au moment où on va comprendre, alors il n'y a pas de spoil, hein, mais voilà, le prêtre va rentrer en jeu et va lui faire comprendre ce que c'est le Mastema. Du coup, toi, tu voulais partir, parce que maintenant, c'est vrai que la plupart des films, surtout qui ont lieu avec des démons, etc., comme Conjuring, etc., dès l'ouverture du film, ça rentre dans l'art, et t'en as plein la tête dès le début. Toi, c'était quelque chose de voulu, d'emmener psychologiquement le spectateur jusqu'au point de rupture, tout doucement? Complètement, parce que, comme on disait avec Camille, on est vraiment de grands consommateurs de films d'horreur. Très grands consommateurs, tellement que dès les 5 premières minutes des films, tu te fais putain, voilà, il va se passer ça, et ça arrive, quoi, tu vois. Et j'avais pas envie de ça. J'avais envie de nouer des choses que mais avec des grosses ficelles, en te disant, ah bah voilà, ça va être lui, ou ça va être elle, ou il va se passer ça. Maintenant, je les ai noués, je les ai laissés de côté. Ce qui était problématique sur le tournage avec la script notamment, qui était, c'est pas possible, je dis, ben non mais cherche pas, c'est comme ça. Donc en fait, oui, c'était jouer avec les codes, flirter, sans y aller complètement. Donc effectivement, c'est de le faire plus, avec un peu plus de... finesse. Voilà, peut-être un peu plus de finesse, plus d'implicite que d'explicite. Mais je trouve qu'il y a quand même... j'ai l'impression que tu essaies vraiment de faire un travail psychologique sur le spectateur. C'est-à-dire que par des petits trucs qui sont cachés en deuxième voire troisième plan, de l'intégrer tout doucement comme ça pour arriver dans le côté horrifique du film qui est plutôt dans la deuxième partie. C'est exactement ça. De toute façon, je veux dire, on traite de la psychanalyse, de l'exorcisme, donc il y a toute une dimension psychologique à ce film. Et c'était l'angle d'attaque, de toute façon, et où est la réalité, où est le cauchemar. Donc oui, c'était vraiment cette emprise, ou ces méandres psychologiques que je voulais attaquer dans ce film, et pour nous perdre ou je sais plus ce que je voulais dire. Plutôt que de faire peur, tu as cherché plus à angoisser et mettre les gens sur un fil constant. C'est-à-dire que tout le temps, tu te dis, ah c'est bon, ça va basculer, je m'attends à avoir de l'horreur, je m'attends à avoir un truc gore, je m'attends à avoir un monstre. Et ça n'arrive jamais en fait. C'est-à-dire que tu vas là où on t'attend pas. Et je pense que c'est pour ça que ce film marche, parce qu'il est inattendu et que pour une fois, on s'attend pas à ce qui va se passer. Je voulais faire un film malaisant. Voilà, c'est très malaisant. Exactement. D'ailleurs, hormis le scénario, je trouve que tu as travaillé aussi sur... j'ai l'impression que tu as travaillé sur la chromie, sur l'étalonnage du film, sur les décors, parce que je pense que pour moi, il y a un personnage aussi central dans le film, c'est la maison. Ouais, tout à fait. C'était un maison, pourtant, qui normalement pourrait paraître lambda, une maison un peu en pierre, de campagne, etc. Et cette histoire de récurrence des plombs qui sautent tout le temps, comme ça, on a l'impression que soit qu'elle veut communiquer avec elle, la maison communique avec elle, ou c'est elle qui inconsciemment communique avec cette maison. On sent qu'il y a un truc quelque part. Et pareil sur les habits des personnages, enfin, la manière où comment Olivier est habillé, la tienne, il y a vraiment, enfin voilà, on sent qu'il y a un vrai travail là-dessus aussi. Comment toi tu as bossé sur ça? Bon, déjà, je t'ai dit, ta caméra, tu devrais la mettre sur toi parce que tu es le meilleur attaché de presse. Non, je dis, ça s'appelle de l'ADA. Et c'est le métier que je fais depuis 30 ans, que ce soit dans des pochettes, dans des clips, dans des pubs, enfin tu vois. Donc c'est vrai que l'image presque précède le mot chez moi. Je pense en image, je pense en cadre.
Donc dans l'image, forcément, je la compose et j'ai envie de couleurs, j'ai envie de fringues, j'ai envie de déco. Camille parlait de chez moi, en fait, j'ai pris mon chez moi, et je l'ai amené. Mais par réellement. exemple, le cabinet de Louise dans le film, qui est de son cabinet en vrac, c'est chez moi. J'ai pris ma maison, j'ai mis dedans. Vraiment. Donc oui, il y a un réel souci de DA. Et puis, ça fait un réel souci. Et le diable se cache dans les détails, tu sais. Donc il y a pas, rien n'est là par hasard. Même si il y a l'option du hasard a priori dans plein de choses auxquelles je ne crois pas, mais les choses sont calculées. Enfin, c'est le principe de la DA, quoi. Et que ce soit sur l'écriture ou toi, Camille, sur ton travail d'actrice, est-ce que vous vous êtes renseigné sur ce côté, sur le spiritisme, sur le côté mystique? Est-ce que voilà, t'as essayé, et puis même pour toi, sur le côté psychanalyse aussi, parce que du coup, tu es une psychiatre quand même. Est-ce que du coup, vous avez travaillé, enfin de chaque côté, bien sûr, en fonction de vos métiers, mais est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Moi, c'est déjà un sujet tout ce qui est mystique, effets paranormaux, etc. C'est déjà un sujet qui m'intéressait avant même le film. Moi, il y a des endroits, si je vais en vacances ou peu importe, j'adore la campagne, donc souvent c'est vrai que c'est des lieux qui ont vécu et qui ont du vécu. Moi, il y a des lieux où je peux pas dormir, par exemple. Je suis très sensible à ça et j'y crois, parce que je le ressens vraiment. Donc ça, c'était pas vraiment un travail, on va dire, je l'avais déjà. En revanche, oui, le travail sur l'hypnose et sur la psychiatrie, j'ai vraiment lu un bouquin de psychiatrie, j'ai vraiment appelé un hypnotiseur qui m'a expliqué qu'en fait, c'est tellement vaste, nous on pense qu'il n'y a qu'une seule sorte d'hypnose, c'est absolument faux, il y en a plein. Donc j'ai demandé, écoute, là on n'a pas non plus un grand temps de prépa, quelle est l'hypnose, le type d'hypnose le plus simple en tout cas à réaliser, et peut-être même le plus visuel, parce qu'on reste quand même dans une fiction. Et donc Louis m'a conseillé, m'a dit voilà, c'est plus un exercice de comment on place sa voix, le rythme à laquelle on dit les choses, des formulations typiques de l'hypnose, vous êtes ici et maintenant, etc. Des claquements de doigts, voilà, il m'a donné plein de petits tips en fait pour que ça rende la chose crédible et aussi que je puisse m'amuser dans le jeu. Donc il y a eu plutôt un travail de ma part sur l'hypnose, parce que les effets paranormaux, tout ça, nous on est dedans, on kiffe. Donc ouais, c'était plus sur le côté médical effectivement, parce que j'avais quand même des pavés avec des mots, voilà, ça s'invente pas, c'est purement du médical. Et pour moi, c'est impossible de dire un texte ou des mots que je ne comprends pas. Donc c'est-à-dire que j'ai tout décortiqué, et j'ai regardé les définitions, et j'ai parlé à des psychiatres. En fait, la mère de mon copain est ancienne psychiatre, donc je l'appelais souvent pour lui demander les termes, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc oui, du point de vue médical, moi j'ai vraiment beaucoup bossé pour être le maximum crédible. Moi j'ai l'ensemble de ce que dit Camille, c'est que... Faut couper? Vas-y, termine. Viens, on n'en parle. Non, j'ai absolument rien potassé pour, c'est vraiment notre background, tu vois, c'est les bouquins ou les films qui ont versé notre vie, qui m'ont jalonné, tu vois. Donc c'est juste des réminiscences de tout ce que j'ai pu lire qui sont couchés dessus, quoi, tu vois. C'est notre vie, quoi. Mec chelou. Ouais, c'est notre vie avec des lapins. Je voulais, parlant du casting, je voulais parler de Féodor Atkine, qui est pour moi un des plus grands comédiens de doublage qu'on ait en France, avec Richard Darbois ou des gens comme ça. C'était une volonté vraiment de l'avoir, ou comment ça s'est passé? J'ai même pas eu le choix, c'est un très bon ami producteur du film, Thierry Aflalou. Ils ont fait pas mal de films ensemble, il a fait pas mal de voix sur des documentaires qu'il produit aussi. Et quand il m'a proposé, je dis bien sûr, mais quelle voix, tu vois. Quel acteur. Oui, quel acteur, et quelle voix, le mec, voilà, il est le point de bascule de ce film, et c'est sa voix et c'est ce personnage qui rentre dedans. Immense acteur. Et très généreux, je tiens à le dire parce que c'est rare. Moi, il y avait des moments où forcément j'étais moins à fond que d'autres, etc. Et je me souviens de la scène dans l'église, tu te souviens, il m'a chopé à part, mais pas méchamment du tout. Et il m'a dit, là tu penses pas ce que tu dis, là je sens que t'es ailleurs dans ton esprit, donc concentre-toi. Mais c'était pas méchant. Et en fait, il avait tellement raison, parce que c'était sur des problèmes perso, des trucs comme ça. Et en fait, il m'a aidé à me recentrer, à me remettre dans le film. Et grâce à lui, je pense que ces scènes-là, en tout cas avec lui dans l'église, etc., ont été bien meilleures que si j'avais eu personne d'aussi généreux comme Féodor, bah ça aurait été autre chose. Donc immense acteur et très généreux. Tu l'es aussi, parce que alors, ce qu'il y a de bien, c'est que Camille fait partie de ces comédiennes qui passent les plats aussi. C'est-à-dire que dans le contre-champ, elle est là et elle joue la scène pour la personne qu'on est en train de filmer, et elle la joue encore plus haut que ce qu'elle a donné
quand on l'a filmée, elle est incroyable. Enfin, il n'y a que des gens généreux. Olivier, Camille, Féodore, Dylan Robert. Ouais. J'ai le droit à une dernière question? Ok. On peut fermer la porte par contre s'il vous plaît parce qu'il y a du bruit depuis tout à l'heure. Vous parliez tous les deux que vous étiez fans de films de genre. Justement, quels sont pour vous vos films de genre cultes qui... c'est chaud. Ah oui, moi, celui qui en tout cas, ça a été mon premier souvenir de film de genre parce que je pense qu'il va un peu partout aussi, c'est Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Moi, je suis une grande fan de Guillermo del Toro, même de ce qu'il produit. L'Orphelinat aussi, c'était vachement bien. Le Labyrinthe de Pan, ça m'a complètement kécho. J'ai pas compris en fait dans quoi il nous amenait, ce que c'était, le monstre comme ça, il m'a complètement terrorisée pendant des semaines. Moi, ça a été mon premier choc, en tout cas, je dis pas que c'est mon préféré, quoique ça reste un de mes préférés. Mes premiers chocs. Il y en a tellement. Mais ouais, c'est dur de choisir. C'est un lieu commun. Alors, par exemple, pour Mastéma, qu'est-ce qu'on pourrait dire quels sont, parce que bon, le côté de faire apparaître comme ça l'horreur au fur et à mesure, moi j'ai retrouvé beaucoup de William Friedkin dans L'Exorciste. J'ai retrouvé un peu aussi du... Vas-y. Oui, hein, moi aussi je voulais dire celui-là aussi, ouais. Je l'aimais bien. Avec Jack Nicholson. J'ai plus de... Shining, merci. Voilà. Tout à fait, carrément. Même la maison, les décors, les relations. Dans mes références, je me l'ai noté. Mais en tout cas, dans le film, est-ce que toi, il y avait des films, tu t'es dit, bon, faut que je me remate cela avant ou après, non, où il y avait... Dans les lectures qu'on a pu avoir, ça fait partie de moi et en fait, je crée rien, tu vois, c'est là, ça m'a nourri et ça continue à me nourrir, quoi. Mais quand tu fais un clip ou une pub, parce que j'ai du mal à comprendre, c'est des mecs qui me disent bon alors voilà, il y a le clip à faire, tu peux me donner un clip en référence? Bah non, parce que ce clip il est fait pour ce morceau, moi je vais le faire pour ton morceau. Donc je peux te dire peut-être la lumière elle sera comme ça, le cadre sera comme ça, ou le montage, mais non, le clip je vais l'écrire sur mesure. Et c'est vrai que le film, j'ai essayé de l'écrire sur... Moi ça a tendance à m'agacer aussi ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Eh bien merci Camille, merci Didier. Merci à toi. Et pour donner la réplique à Camille, il fallait quelqu'un qui pouvait représenter tout ce que le diable a de bestial. Et qui d'autre que la carrure et le talent d'Olivier Barthélémy pouvait s'y coller. Il joue ici un homme ancré dans ces terres de l'Aubrac, reclus et en pleine paranoïa et qui ne demande qu'une chose, être soigné, ou tout du moins apprivoisé. Et j'ai aussi eu la chance de pouvoir rencontrer Olivier Barthélémy et il nous en dit plus sur son expérience dans Mastéma. Bonjour Olivier. Bonjour. Première question basique, j'ai envie de dire, comment toi tu es arrivé sur Mastéma? Tout simplement parce que Didier m'a demandé à mon agent à savoir si j'étais disponible et si j'étais disposé à lire le scénario de Mastéma, ce que j'ai fait immédiatement. Et puisque le truc drôle c'est que j'étais à Marseille à ce moment-là et depuis quelques mois et j'habitais entre Paris et Marseille, mais j'étais très souvent à Marseille et je pensais que en lisant le truc je me suis dit mais il a dû me croiser dans les rues de Marseille et il a dû penser à moi en me voyant à Marseille. Et donc il me donnait rendez-vous à Paris pour me rencontrer, etc. Je dis mais Marseille, pourquoi on se rencontre pas à Marseille? Je suis à Marseille. Et puis du coup on s'est vu à Marseille, on s'est rencontrés et on était au restaurant et je crois qu'on s'est très bien entendu avec Didier et avec le producteur Thierry Aflalou. Je pense que tous les trois autour de la table on avait envie de faire le film ensemble. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Camille m'a dit que c'est toi qui l'avais contacté. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait penser à Camille quand tu as lu le scénario? En fait, j'ai pensé à Camille parce que Camille, elle a ce côté un peu bossy que j'aime beaucoup. Et pour moi, le personnage de Camille, c'est une femme qui va, à la suite d'un traumatisme, installer son cabinet ou reprendre un cabinet là-haut sur le plateau de l'Aubrac. Et je me suis dit, il faut quand même une femme de caractère qui n'a pas vraiment peur et qui est assez, qui croit en ses capacités et qui n'a pas vraiment peur. Et qui ose. Et donc, sa personnalité faisait que je pensais que ça pouvait être une très bonne idée. Je l'avais pas vu, je l'avais vu jouer dans quelques films, je l'avais pas vu dans Emily Paris, et pour moi ça pouvait coller. Et ça a collé très bien parce qu'en plus on était un peu short au niveau des délais, on avait besoin de trouver une actrice, et pas n'importe laquelle, le rôle principal du film, celle qui est vraiment la pierre angulaire du film. Il y avait énormément de textes,
du texte pas facile à jouer, assez technique dans le langage. Et je l'ai appelé, j'ai réussi à l'appeler parce que je connaissais son petit ami qui est le petit frère d'un très vieil ami à moi. Et je lui ai demandé une réponse assez rapide parce qu'on sait que dans ce milieu c'est très dur d'avoir des réponses rapides. Et je lui ai demandé si 48 heures ça pouvait le faire. Et elle m'a rappelé 5 heures après en me disant qu'elle voulait absolument faire le film, que le film lui avait vraiment plu. Et donc tout de suite on s'est dit, bon bah à mon avis il y a de grandes chances que ce soit elle. Et elle est venue à Marseille faire une lecture avec nous. Et effectivement elle nous a vraiment scotché. C'est le mot. Et puis là tout d'un coup on s'est détendu quoi, parce qu'on s'est dit voilà, c'était elle qu'il nous fallait. Et vraiment je persiste encore à dire aujourd'hui que je ne vois pas beaucoup d'actrices capables de porter sur ses épaules ce rôle. Alors du coup toi tu joues Théo, ouais. Un homme de l'Aubrac, hein, voilà, qui est ancré dans les racines. Alors est-ce que tu peux me parler un peu de ton personnage toi? Bah, mon personnage c'est un mec qui affronte facilement les temps durs, les saisons, toutes les saisons là-bas sont dures, que ce soit l'été, l'hiver, voilà, c'est une région assez spéciale, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'adore, mais c'est assez nature, et c'est un mec qui sort pas de son terrain de jeu, qui est assez rustique, et qui est complètement bipolaire. Alors justement, j'ai trouvé dans ton interprétation, je sais qu'en fait Didier est fan de La Bête du Gévaudan, et je trouve que ton personnage a un côté bestial, mais pas dans le côté quelqu'un de bourru, voilà, qu'on pourrait s'imaginer, Parisiens de la campagne, etc. Il y a vraiment un côté comme une bête, quoi, et d'ailleurs le relationnel qu'il a avec Louise, donc avec le personnage de Camille, je trouvais qu'on n'était pas trop dans un relationnel de patient à médecin, mais plus comme si elle essayait d'apprivoiser Théo. Bah, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime chez l'instinct... Voire même de le dresser, d'ailleurs. Moi, je pars du principe qu'on est des animaux. On a toutes les caractéristiques des animaux. L'animal peut être très doux, peut être très calme, peut se sentir agressé, donc à son tour être agressif. Voilà, moi j'aimais bien l'idée de faire un mec assez dur, mais qui pouvait s'attendrir à n'importe quel moment et qui pouvait être vraiment revenir à l'enfance assez facilement. C'est toujours ça, la douceur, c'est souvent la naïveté, et dans ce personnage j'essayais de mettre ça, de mettre cette espèce d'instinct animal où on sait pas trop à qui on a affaire, parce que le mec peut s'avérer avoir un regard très doux et tout d'un coup être assez animal, être assez agressif. D'ailleurs, dans le scénario, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans un vrai film d'horreur. En tout cas, pas dans la première partie. Je dirais plus qu'on est dans un thriller psychologique entre du coup ton personnage et le personnage de Camille. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que Didier a inséré dans cette partie-là des petites touches horrifiques, mais en deuxième plan, troisième plan. Par exemple, je sais qu'il y a une scène où tu es torse nu sous une cascade, et cette scène est coupée en deux. Elle est coupée par une autre scène qui vient au milieu. La première partie qui est très courte, la cascade est à l'envers, l'eau remonte. Et la deuxième partie qui est un peu plus longue, la cascade coule normalement. Et il y a plein de petites choses comme ça qui préparent le spectateur à rentrer tout doucement dans le côté horrifique. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu avais senti dès le début en lisant le script? Pour être honnête, pas vraiment. J'avais senti que le spectateur allait être trituré, un peu bousculé. Mais ça c'est une analyse, je pense que de toute façon il y a un deuxième film au montage, donc il y a aussi, mais bon, il est quand même très carré, donc lui il savait très bien ce qu'il faisait. On n'est pas rentré il m'a pas parlé de ça exactement, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a une vraie montée en puissance, et j'aimais l'idée moi de partir sur un cinéma pas classique, mais où on ne sait pas trop dans quel film on se trouve, tout est... J'aime bien que ce film soit crédible dans l'aspect, et que tout d'un coup il s'abifure dans un truc de psychopathe, quoi. J'aime l'idée qu'on se rattache quand même à quelque chose de réel. On rentre jamais dans un univers impossible. On reste toujours quand même sur cette terre, malgré qu'il y ait un imaginaire hyper fort, un décor de fou.
parce que l'Aubrac c'est vraiment un décor, encore une fois, c'est vraiment un décor personnage. Non, je l'avais pas vraiment senti comme ça. Mais c'est vrai que c'est bien amené, ça monte en puissance. Toi, ton personnage, en fait, on pourrait croire qu'il est fou au début, enfin, ou qu'il bascule dans la folie. Comment toi, tu t'es préparé psychologiquement et physiquement pour interpréter Théo? Déjà, il m'a donné un coup de main dans le sens où il voulait une voix rauque, il voulait que j'ai une voix assez grasse. Ce qui m'a quand même pas mal facilité. Après, c'était à double tranchant parce que le premier jour, c'est toujours là où tu te dis est-ce que ça va marcher? Est-ce que si je le fais comme ça, est-ce que ça va pas faire le mec qui fait sa voix Voilà. Donc c'était assez compliqué. Après, le texte était quand même était un vrai atout pour moi, qui me servait vraiment à moi à me nourrir, mon perso. Et puis après, moi, il fallait que je mette ma touche à moi, je dirais le coup de grâce au personnage, ou que je le fasse vivre et que je le rende crédible. J'ai l'impression qu'on arrive à se dire que ce mec a existé vraiment. Mais moi, justement, c'est quoi cette touche que toi, tu sens avoir apporté au personnage qui était déjà écrit? J'essaie toujours dans le jeu de rester assez proche de mon instinct, et de créer des choses sans que ça fasse artifice. C'est-à-dire que j'essaie par rapport à mon corps, j'essaie de bouger d'une certaine manière, de faire vivre de m'imaginer ce qu'un mec qui vit dans cette région comment il pourrait se comporter, quel geste il pourrait avoir, comment il pourrait se déplacer. Après, au niveau psychologique, j'essaie quand même de rester assez proche de moi et d'aller un petit cran au-dessus pour donner un petit peu d'impulsion. Je pense pas être un psychopathe. Après, c'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai rencontré des psychiatres parce que j'avais des problèmes de comportement et des problèmes de violence qui se sont d'ailleurs très vite. Et donc je connaissais un peu le rapport qu'on peut avoir avec un psychiatre. Bon là, c'est de l'hypnose, mais c'est le même rapport, c'est-à-dire que c'est un rapport de confiance. Est-ce qu'on lâche, est-ce qu'on dit, bon après là on part dans une hypnose. Mais voilà, j'essaie toujours de ramener des choses que j'ai vécues et essayer de les booster un peu pour que ça ait un intérêt. Et justement, le côté ésotérique du film, le spiritisme, les démons, etc., est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu as un peu fait des recherches justement là-dessus? Non, pas vraiment. Après, c'est vrai que comme je dis et je redis, on ne maîtrise pas 99,9% des choses qui nous entourent. Donc il y a forcément des énergies curieuses. Parfois on a la poisse. Parfois il y a des gens qui nous portent l'œil. Parfois j'ai l'impression qu'on peut porter l'œil. On n'a pas le truc. On rate tout. Parfois on réussit tout. Donc bon, beaucoup de choses nous échappent, ça c'est sûr. Donc je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais... parce que ça, c'est de toute façon l'imaginaire de l'homme qui appelle ça le diable. Le diable, c'est plein de formes, ça peut être plein de formes. Mais il doit sûrement y avoir une partie si on peut l'appeler le diable, qui circule quelque part. En 2005, tu as démarré ta carrière au cinéma avec un film qui s'appelait Shaitan, réalisé par Kim Chapiron, de l'équipe Courtrage-May. Est-ce que l'univers du genre est quelque chose qui te plaît? Et pourquoi avoir attendu autant de temps pour revenir un peu dans cet univers Parce qu'on m'en a pas proposé. D'ailleurs, tu sais quoi, je tanne encore. Enfin bon, je vais finir par arrêter, mais Kim Chapiron pour qu'il remette un petit peu les mains dans le genre. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est parti dans autre chose. J'espère qu'il va y revenir. Moi, je serais ravi qu'il y revienne en plus avec moi. Mais c'est un truc, c'est un... Évidemment, le film de genre, c'est de là d'où je viens, donc bon, j'avais envie d'y revenir. Et en plus, sur la thématique du diable, c'est toujours... ça parle à tout le monde, donc c'est propice à amener du cinéma, à amener des bons scénarios, à amener des sortes de cluedo où on se demande qui est qui, est-ce que c'est lui, voilà. Est-ce que, non, ça peut... Mais non, je suis sûr que c'est le prêtre, je suis sûr que c'est le machin. Voilà, donc c'est parfait pour le cinéma de genre, le diable, la thématique du diable. Et est-ce que toi, tu as des films de genre culte qui sont pour toi des Graals? Est-ce que tu as une passion pour
pour les films horrifiques? Je suis pas un grand cinéphile. Après, on pourrait dire que Freddy, c'est... mais bon, ça remonte. Non, après, mon Graal, c'est évidemment Shaitan, mais parce que je joue le temps et que c'est Kim Chapiron. Et que c'est un bon film, il faut le dire aussi. Ouais. C'est un film qui vieillit bien. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en plus, ce genre de Shaitan, touché à l'horreur, mais touché à l'humour. Et le mélange des deux est assez... on voit très peu. C'est dommage d'ailleurs, parce que... Maintenant, on va commencer à le revoir un peu. Enfin, si je dis ça en même temps, je suis pas assez cinéphile. Il doit y avoir des films d'horreur avec énormément de... Oui, il y en a quelques-uns, oui. Mais c'est pas commun, quoi. Mais souvent, quand l'horreur se mélange avec l'humour, ce sont des films comiques horrifiques. Horrifiques, voilà. Ouais. Shaitan, on était quand même... On était quand même dans la... Enfin, moi, je m'en suis rendu compte en rencontrant le public. Parce que pour moi, quand j'ai fait Shaitan, on a tellement déconné, on a tellement déliré que je pensais pas qu'il choquerait autant. Il y a beaucoup de gens qui ont été choqués, qui n'arrivent pas à regarder Shaitan jusqu'au bout. Pour moi, je trouvais ça très curieux. Eh bien, merci Olivier. Merci. Donc vous l'avez compris, Mastéma est le film de l'été qui va vous faire danser avec le diable. C'est bien écrit, réalisé avec talent, avec un casting impeccable, et tout ça avec un budget serré et 31 jours de tournage. Mais c'est souvent dans les conditions extrêmes que ressort tout le talent d'un réalisateur. Demandez plutôt à tonton Spielberg avec Les Dents de la Mer. Et je vous le dis ici, Didier des Darwin est l'un des réalisateurs français qu'il va falloir suivre de très près dans les prochaines années. Donc rendez-vous dès le 29 juin au cinéma pour découvrir Mastéma. Moi en attendant, je vous laisse avec quelques images du film, et je vous dis à très vite, et surtout, pensez à vous abonner. Salut! Tu vas ouvrir les yeux. En vrai, docteur, si j'étais mort, je serais allé au paradis ou en enfer? On peut s'emmerder au paradis, non? Trois. J'ai des images dans la tête. 2. Il y a que l'hypnose qui arrête ça. 1. Il est de retour. Qui est de retour? C'est pas ma faute si je fais le mal. De quoi tu as peur? D'où proviennent ces notes? Infatti, le Mastéma est un des noms que l'on attribue au diable. Vous les avez vus, vous aussi? Quand? Vous le savez, vous étiez avec moi. Je vous reconnais plus. Faites attention, la mort a créé des peurs qui distordent votre jugement. Docteur, croyez-vous en Dieu? Et vous, mon père? Croyez-vous au diable? Hé, docteur! Vous êtes qui, putain? Ça, c'est pas la bonne question. Demande-toi, toi, qui tu es.